Bonjour et bienvenue dans ce numéro un peu décalé de Chaos Global puisque nous avons eu des petits inconvénients d'agenda. Ce lundi, nous le faisons ce jeudi et nous en ferons un la semaine prochaine probablement, Edouard. Oui, Tu seras disponible. oui. Mais non, mais en fait, on fait comme Macron, on prend son On temps. prend son temps, voilà. On en fera sans Hein. doute un autre jeudi puisque vous retrouverez, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, vous retrouverez notre ami Thierry Messon mercredi prochain, et pas ce mercredi-ci. Il viendra se faire interviewer à Paris. Et donc, je le remercie par avance. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler des conséquences des élections législatives. Nous vous en parlons tous les jours dans le Courrier des stratèges, donc c'est un sujet que vous ne découvrez pas. Et évidemment, abonnez-vous pour avoir toutes nos infos. Je le redis, nous dopons l'espace patrimoine pour vous aider à faire face aux mesures qui risquent de tomber, puisque selon toute vraisemblance, il y aura un gouvernement comportant un certain nombre d'éléments du Front populaire, et donc vous serez tôt ou tard confrontés à des changements fiscaux, une instabilité fiscale. Nous vous aidons à y faire face dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous allons aujourd'hui vous parler des conséquences de ces élections législatives pour la crédibilité internationale de la France. Il y a plusieurs événements, comme chaque année au mois de juillet, notamment le sommet de l'OTAN où la France doit jouer un rôle important. Emmanuel Macron s'y est rendu, avec un peu de retard, mais il s'y est rendu. Et puis, vous le savez tous, la semaine prochaine, il y aura l'élection de la présidente de la Commission européenne et nous ne savons pas encore quel poids la France va exercer dans cette élection. On en dira peut-être 3 mots, Édouard. Mais commençons par le sommet de l'OTAN. Est-ce que la France est encore un partenaire crédible et important de l'OTAN, avec un président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale où il avait une majorité relative certes, mais une majorité, pour se retrouver finalement minoritaire avec des partenaires qui ne partagent pas forcément la vision otanienne de l'OTAN, et des partenaires comme la France Insoumise ou comme le Rassemblement National qui jouent des rôles importants dans la nouvelle Assemblée et qui sont plutôt méfiants vis-à-vis des engagements américains de la France. Est-ce que nous sommes encore une puissance importante au sein de l'OTAN? Et est-ce que Macron est encore crédible au sein de l'OTAN? Alors, d'abord, au risque de faire de la peine à Emmanuel Macron, il n'est pas du tout au centre de l'attention lors du sommet de l'OTAN. Celui qui est au centre de l'attention, c'est Joe Biden, parce que tout le monde se demande s'il va tenir le choc, en particulier d'une conférence de presse ce jeudi. Il a fait un discours mardi, si je ne me trompe pas, où il était dopé, visiblement. Il a parlé très vite, de manière un peu, pas toujours audible, mais très vite, pour montrer comme il était en forme. Mais tout le monde se demande, et tout le monde se demande si le Parti démocrate va garder Joe Biden. Donc, alors on rappelle, puisque en fait on a parfois sauté plusieurs étapes où les gens ont parfois du mal à suivre parce que l'actualité est très désordonnée, on rappelle qu'en fait tout est parti d'un débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, où Joe Biden à un moment donné beaucoup bégayé, a semblé perdre le fil de ses idées, oublier des mots, et semblait extrêmement diminué par rapport à Donald Trump, qui d'ailleurs, plutôt sport, s'est contenté de le moucher 2 ou 3 fois, mais il a dit je comprends pas ce qu'il dit, voilà. Mais voilà, c'était... mais ça a produit un effet désastreux dans les rangs démocrates, où beaucoup de démocrates se sont dit Biden ne peut plus nous représenter, il n'est plus en capacité d'être président, et donc il y a un débat important. Donc pour essayer de rattraper le coup, les démocrates ont réorganisé une interview télévisée de Biden qui n'a pas produit les résultats escomptés, puisqu'elle n'a fait que nourrir le sentiment de sa sénescence, de sa sénilité. Et donc aujourd'hui les démocrates sont en situation compliquée. Ils sont divisés. Ils sont divisés parce qu'il y a un clan qui veut se débarrasser de Biden, et en particulier parmi les grands donateurs du Parti démocrate. Et il y a la femme de Joe Biden, Jill Biden, qui est un peu comme la femme de Wilson après l'accident de santé qu'il avait eu à la fin de son mandat, fait le rôle de président aujourd'hui, exerce et veut absolument tenir. Il veut absolument qu'on ne mette pas en cause la candidature de son mari. Donc, il y a des jeux qui nous échappent parce que vraisemblablement il y a des clans au sein
de ce qu'on appelle l'État profond américain. Alors, tout ça pour dire que Emmanuel Macron n'est pas du tout le centre de l'attention. Je continue Oui. sur Joe Biden, Oui. parce que tu m'as tendu une perche. Je lisais dans la presse américaine ce matin, ou presse anglo-saxonne, c'était peut-être la presse britannique. Je lisais dans la presse anglo-saxonne qu'il est question d'une démission prématurée de Biden pour donner le pouvoir à Kamala Harris Oui. et pour la mettre en selle pour les élections du mois de novembre. Alors, est-ce que ça serait elle la candidate? Est-ce qu'elle serait à nouveau vice-présidente sur un ticket? On ne sait pas, il y a des noms qui circulent, en particulier celui de Madame Obama, qui pourrait se lancer. Il y a déjà des sondages qui expliquent qu'elle peut battre Donald Trump. Bon, mais la réalité, c'est qu'en fait, le Parti démocrate est exposé, très exposé, et alors surtout le plus important, et c'est là qu'on est dans le contrôle des dommages, comme on dit au sein de l'OTAN, c'est le fait que ce que Vladimir Poutine, ce que Xi Jinping, ce qu'Erdogan, ce que d'autres savaient et que les Européens ne voulaient pas reconnaître, à savoir le fait que Joe Biden n'est pas capable d'assumer ses fonctions, il est diminué, eh bien c'est devenu public. C'est-à-dire que c'est devant les opinions du monde entier, et en particulier devant les opinions des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui avaient déjà tendance à penser que la Russie n'avait pas complètement tort dans sa querelle ukrainienne avec les États-Unis et que les BRICS, finalement, c'est sans doute l'avenir du monde, d'un avenir plus apaisé. Bon, donc l'effet est désastreux pour l'OTAN au moment de son 75e anniversaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai titré mon article d'hier l'OTAN a-t-elle l'état de santé de Joe Biden puisque l'OTAN atteint 75 ans. Donc, ce qui veut dire que quand les péripéties françaises sont à relativiser, c'est pas ça qui occupe le plus. Regardez toutes les photos, ça je conseille à ceux qui nous regardent, toutes les photos de Stoltenberg, le secrétaire général sortant, à côté de Biden. Il le regarde avec l'air très inquiet, en se disant mais est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va trouver les mots, etc. Donc c'est ça la réalité des choses. Alors, cela dit, effectivement, dans ce climat morose, pour l'OTAN, il y a la question de savoir si la France est encore un pays sur lequel on peut compter, et donc sous contrôle. Et c'est vrai qu'il y a des interrogations. Une première, sans doute liée au fait que les autres pays ne comprennent pas forcément nos institutions et ne voient pas que le président de la République reste largement maître du jeu, puisque c'est lui qui désigne le Premier ministre, qui l'appelle à Matignon. Mais par ailleurs, effectivement, que veut vraiment le nouveau Front populaire? Que veut vraiment le Rassemblement national qui représente presque un tiers de l'Assemblée? Et surtout, il y a la défaite du parti présidentiel. Et donc tout ça explique qu'Emmanuel Macron ait fait profil bas depuis son arrivée. Il a dit qu'il fallait être solidaire face à la Russie, mais il n'a plus expliqué qu'il fallait envoyer nos mecs en Ukraine. Alors, on reste 3 minutes sur ce fameux sommet de l'OTAN. Il y a quand même cette discussion que moi je trouve hallucinante sur, il y a un reproche qui est fait à la Chine officiellement sur le soutien qu'elle accorde à la Russie, et là on est quand même dans cette situation extraordinaire où l'OTAN a une stratégie qui a visé à jeter la Russie dans les bras de la Chine, après des années où Poutine au fond a essayé de tendre des perches à l'OTAN que l'OTAN a refusé de prendre. Et donc l'OTAN a organisé l'axe russo-chinois d'une certaine façon. Et aujourd'hui, l'OTAN découvre que la Chine soutient la Russie, alors qu'au fond, tout ça a été la conséquence d'une politique voulue par l'OTAN. Oui. C'est la fameuse formule qu'on attribue à Bossuet, grand théologien, écrivain du XVIIe siècle. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Je remarque que tu reprends souvent cette citation. J'aime beaucoup en ce moment. Je l'aime beaucoup. C'est sa phase. Parce que c'est vrai que les conséquences non intentionnelles ou l'aveuglement qui consiste à dire non mais ça va marcher, c'est quand même le déni de réalité de l'Occident. On précipite la Russie vers la Chine et après on dit « Ouh, les méchants Chinois ». Et on a tout fait pour convaincre les Chinois qu'ils étaient aussi un ennemi, par exemple à propos de la question de Taïwan ou d'autres questions. Donc
Je pense qu'effectivement, on est sorti définitivement de la rationalité qui pouvait être celle d'un Kissinger, hein, dont on se rappelle qu'il disait que Washington ne devait pas avoir Moscou et Pékin contre soi. Donc là, Washington a Moscou et Pékin contre soi. Pendant la première année de la guerre, les Occidentaux ont pensé qu'en fait la Chine faisait semblant de donner un petit tape dans le dos à Poutine, mais que ça n'irait pas plus loin. Puis en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe de tout à fait étonnant, qui est le resserrement des liens économiques entre la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et quelques autres pays. Il y a eu un sommet très important de l'Organisation de coopération de Shanghai, hein, qui n'est pas du tout connue en Occident, mais qui regroupe un certain nombre de pays autour de la Chine en Asie. Et puis, deuxièmement, cette Organisation de la coopération de Shanghai, elle décide de se doter d'un bras militaire, et en fait, pour équilibrer par rapport à la menace de l'OTAN, vue du côté de Pékin, et ce qui veut dire que Chine, Russie, Iran, Kazakhstan et quelques autres pays vont se créer une alliance d'équilibre, toutes choses égales par ailleurs, comme le pacte de Varsovie avait répondu à l'OTAN, sauf que là on est à l'échelle de l'Eurasie. Alors, puisqu'on va improviser au fond, puisqu'on n'avait pas complètement prévu de parler de ça, mais puisqu'on est bien chaud, on continue, on notera au passage que Vladimir Poutine a fait un voyage retentissant en Inde, et que la Russie et l'Inde sont en train de resserrer leurs liens commerciaux pour notamment ouvrir des marchés réciproques. Alors ça, c'est une défaite encore plus flagrante du monde anglo-américain, euro-atlantique, parce qu'il faut se rappeler qu'au début de la guerre d'Ukraine, il y a eu une quinzaine de délégations américaines, britanniques et autres, de l'Union européenne, pour essayer de convaincre l'Inde de se joindre aux sanctions contre la Russie. Or, loin de se joindre aux sanctions contre la Russie, l'Inde a décidé de commercer en roubles et en roupies, les monnaies des deux pays, avec la Russie, puisque nous ne voulions plus du pétrole ni du gaz russe bon marché, c'est l'Inde qui les achète et qui nous les revend beaucoup plus cher. Et l'Inde est devenue un pilier des BRICS. Alors il y a eu un stade où on a dit, mais vous allez voir, les BRICS, ça va pas marcher parce que l'Inde et la Chine vont se disputer. C'est vrai que historiquement, les deux pays ont des conflits frontaliers et d'autre part ont toujours été en rivalité. On rappelle quand même que ce sont les deux premières puissances démographiques du monde, 1,3 milliard, 400 millions, hein, donc c'est considérable. Et là, oui, effectivement, il y a... D'ailleurs, on retrouve quelque chose qui a pu exister à un moment pendant la guerre froide, où Moscou était le garant pour New Delhi que la Chine, que Pékin ne serait pas trop agressif, mais là il semble que ça aille beaucoup plus loin et que les liens économiques se renforcent très vite. Alors, j'en profite pour signaler que dans les colonnes du courrier, lisez le courrier des stratèges, beaucoup de gens se contentent de regarder les vidéos, c'est de la paresse de notre époque, mais lisez aussi ce que nous écrivons en dessous des vidéos, dans les colonnes du courrier. Je vais parler du World Wealth Report de l'Union des banques suisses pour 2024, qui est le bilan de l'évolution de la richesse du monde depuis l'année dernière et puis depuis 2008. Et je ferai notamment un point sur l'évolution de la richesse en Russie depuis les années 2000, parce que on nous avait annoncé, tout le monde le sait, tout le monde se souvient de cette phrase extraordinaire de Bruno Le Maire en 2022 annonçant l'effondrement économique de la Russie sous l'effet des sanctions européennes et américaines. Et en fait, la Russie se porte très bien et les revenus en Russie augmentent beaucoup plus qu'en France, par exemple, ce qui pose un vrai sujet. La Banque mondiale calcule en parité de pouvoir d'achat que le PIB russe est passé devant celui de l'Allemagne. En parité de pouvoir d'achat, hein, PPA. Ce qui effectivement est confirmé en partie par les documents du BS, de l'Union des banques suisses. Rendez-vous sur le courrier pour faire une analyse de ces sujets. Mais c'est aussi l'occasion, puisque nous avons fait une digression finalement pas si inintéressante que ça sur la question de la Russie. Qu'est-ce que Viktor Orban est allé faire en Russie et en Chine? Il y est allé tout seul alors qu'il préside l'Union européenne. Ça fait mugir ses collègues européens. C'est quoi le sens des visites d'Orban
en Russie et en Chine, alors qu'au fond, il n'a pas vraiment de mandat et ce n'est pas le rôle du président du Conseil que de faire ces visites. Non, mais moi j'ai proposé qu'Interpol se saisisse de l'affaire parce qu'il a peut-être volé le képi du général de Gaulle le 24 juin lorsqu'il est venu en France. Il faudra regarder dans ses bagages. Effectivement, Orban, qui depuis le début de la guerre d'Ukraine réfléchit en fonction des intérêts de la Hongrie. Il a deux soucis. Le premier, ce sont les magyarophones, les Hongrois qui vivent en Ukraine et qu'il se soucie de protéger. On rappelle qu'il y a une minorité hongroise de 130 000 personnes à peu près en Ukraine. Donc il s'agit de les protéger. Donc il a intérêt à ce que la guerre s'arrête, premièrement. Deuxièmement, la Hongrie, qui a une économie encore fragile, malgré la reconstruction des 15 dernières années, eh bien, elle se préoccupe de ne pas couper les liens avec la Russie sur la question du gaz en particulier, sinon ça serait la mort économiquement. Et puis troisièmement, effectivement, Orban fait un calcul simple, c'est que puisqu'il est président du Conseil européen pour 6 mois, et comme d'autre part on sent que le moral de Zelensky fléchit, il y a peut-être une ouverture pour accélérer le démarrage de négociations. Alors il est allé voir Zelensky, puis il n'a pas dit ce que serait la suite. Et puis tout d'un coup, on l'a découvert à Moscou. Alors là déjà, à Bruxelles, c'était l'indignation. Et puis à Moscou, il n'a pas dit qu'il allait aller, il l'a dit à Poutine, je pense, mais il n'a pas dit aux médias qu'il allait aller à Pékin. Il faut rappeler que le principe de la politique étrangère hongroise est assez simple, c'est équidistance vis-à-vis des 3 grands voisins historiques, Allemagne, Russie, Turquie, ne pas pencher vers l'un plus que l'autre, les tenir à équidistance, et d'autre part, équidistance, États-Unis, Chine, les 2 grands protecteurs. D'ailleurs, la Chine va investir massivement en Hongrie, elle le fait déjà. Donc il est allé à Pékin, et en gros, il propose un plan de paix qui est aligné sur celui de la Chine. Une grande ambiguïté sur la question des concessions territoriales, mais pour le reste, proposer que des négociations commencent tout de suite et qu'il y ait une neutralisation de l'Ukraine qui ne devrait pas faire partie de l'OTAN. Ça, c'est le point crucial. Et puis, comme Orban va aux États-Unis pour le sommet de l'OTAN, puisqu'il fait partie de l'OTAN, eh bien, il peut faire passer des messages. Finalement, il joue le rôle que le général de Gaulle jouait dans le monde de la guerre froide, et celui que Macron ne peut plus jouer. Ça nous ramène à notre question de départ. C'est que finalement, Macron, il est à Washington et il fait des ronds dans le Potomac, au-dessus du Potomac, si j'ose dire, mais la vérité, c'est que en fait, c'est la France qui pourrait jouer ce rôle, et tant mieux qu'Orban le fasse, mais c'est la France qui pourrait jouer ce rôle. Alors, là où Orban n'est pas une provocation près, c'est qu'il en a profité pour aller voir Donald Trump à Mar-a-Lago, et que évidemment tous les médias se déchaînent. Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez réaliste, parce que si Trump devenait le prochain président, ce qui n'est pas sûr, mais il y a une forte probabilité, eh bien c'est lui qui résoudra le conflit ukrainien. Donc Orban a tout intérêt à le tenir au courant, sans doute avec l'accord de Poutine et de Xi Jinping, d'un certain nombre d'aspects pour la négociation. Et puis, par ailleurs, il faut voir que le sommet de l'OTAN est obsédé par la possibilité que Trump soit élu. Donc du point de vue d'Orban, c'est assez bien joué. J'aimerais bien effectivement assister au prochain Conseil européen, aux prochaines concertations, parce que ça va être joyeux, l'atmosphère. Il faut te faire inviter. J'en profite, on va boucler la boucle sur Orban. Orban s'est rendu auteur d'une autre turpitude, si j'ose dire, puisqu'il a constitué un nouveau groupe au Parlement européen, dont la présidence est confiée à Jordan Bardella. Alors, le PPE, le Parti populaire européen, les chrétiens-démocrates, traditionnellement, ne veulent plus de lui, on le sait depuis 2-3 ans. Le Parti conservateur et réformiste européen, celui de Giorgia Meloni, ne veut pas de lui parce qu'il est considéré comme pas assez pro-ukrainien. Orban, dont il faut rappeler qu'il est Premier ministre pour la 5e fois, dont 4 fois d'affilée, et selon la formule, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, il a dit qu'à cela ne tienne, et il crée son propre groupe. Là-dessus se greffe le fait que le Rassemblement national ne voulait plus être avec l'AfD
dans un même groupe. Donc dans ce qui était avant le groupe ID. Voilà, le groupe ID, Identité et Démocratie. Et donc, le Rassemblement national a rejoint, mais ce qui a frappé, ce qui frappe plus les esprits, c'est que il y a des députés européens autrichiens, des Hongrois, des Slovaques, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que certains disent que c'est l'empire des Habsbourg reconstitué. Mais qu'est-ce que le Rassemblement national va faire chez les Habsbourg? C'est une bonne question. Il y a peut-être des cours d'histoire à rattraper. Voilà. Parce que, souvenons-nous que, bref... Alors, en même temps, en plein milieu du XVIIIe siècle, il y a le tournant, ce que Jacques Bainville appelait le retournement des alliances. Et à un moment, la monarchie française s'est rapprochée des Habsbourg contre les autres Européens, en particulier contre la Prusse. Je rappelle que une fois par semaine, je fais des chroniques de la royauté avec Yves Mariadine qui passe en revue ces éléments d'histoire dans une ambiance plutôt décontractée. Il faudrait peut-être parler du retournement des alliances avec lui. Et oui, puisqu'on a déjà parlé de Charles Quint et de l'encerclement de la France par Charles Quint, et nous sommes en train de revivre la même chose. Cela dit, ce nouveau groupe créé par le camarade Orban a une particularité, c'est qu'au fond, il va être l'un des principaux groupes plus puissant que le groupe Renew où siègent les macronistes. Oui, et alors là aussi, Orban a rendu la monnaie de sa pièce à Meloni, qui décidément, Giorgia Meloni n'a pas de chance parce que d'une part... Elle s'est fait marcher dessus par tout le monde. D'une part, Ursula von der Leyen et Macron lui ont marché sur les pieds, mais Orban... En l'écartant du mercato des top jobs, comme on dit. Voilà, et Orban, qui défend les intérêts de son pays, personne ne va lui reprocher, considère qu'il faut... Alors, la doctrine d'Orban, c'est que si on ne fait rien, l'Europe va vers la guerre, parce que l'Europe va être entraînée dans une guerre avec la Russie, et que donc il faut refroidir le réacteur. Et donc pour lui, il est impossible de prendre parti pour l'Ukraine, plutôt que de dire je suis neutre, comme il le fait depuis le départ. Et donc, lui, il a créé son groupe pour dire à Meloni, on ne nous voit pas, l'Europe a intérêt à la paix, et en tout cas, mon pays ne rentre pas dans une logique radicale au sein de l'OTAN. En même temps, autant que je sache, il ne met pas en cause son appartenance à l'OTAN. Alors, tout cela pour nous amener au sujet d'atterrissage, comme quoi nous aurons beaucoup improvisé dans cette séance. Oui, c'était spontané. Et qui est quand même l'élection, le 18 juillet, de la présidente de la Commission européenne. Alors en France, c'est un sujet qui est à peine évoqué, personne n'en parle, on est tout occupé à nos problèmes intérieurs, mais pourtant, tu vas peut-être nous en dire 3 mots, est-ce qu'il y a un sujet sur l'élection d'Ursula von der Leyen le 18 juillet ? Alors, officiellement, il n'y a pas de sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout est bouclé, ça va se passer comme sur des roulettes. La réalité étant qu'Emmanuel Macron est affaibli, que Macron, d'autre part, a indisposé un certain nombre de partenaires, Ursula von der Leyen ne peut pas compter, comme la dernière fois, sur un partenaire français solide pour l'appuyer au même point. Il n'empêche que le nombre de députés français fait que voilà, le vote, malgré tout, sera vraisemblablement en sa faveur, sauf que on peut se poser des questions sur un candidat alternatif, par exemple, au sein du PPE. Est-ce que ça ne va pas être la grande revanche de Manfred Weber, le député allemand bavarois, qui avait été écarté la dernière fois, alors que normalement la présidence de la commission lui était attribuée. On a peut-être aussi des questions d'équilibrage. Est-ce que le Parlement européen, et ce qu'a fait Orban le montre bien, est-ce que le Parlement européen est vraiment à 100% derrière la guerre d'Ukraine ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut avoir dans le même groupe dirigeant à la fois Madame von der Leyen, qui n'est pas une modérée sur la guerre d'Ukraine, et Madame Kallas, l'ancien Premier ministre d'Estonie, qui est une radicale de l'hostilité à la Russie, qui veut absolument accueillir des armes chez elle, des missiles pour menacer la Russie. Voilà des questions qui se posent. Donc on rappellera que Kaja Kallas, donc c'est pas Maria mais Kaja Kallas,
est la haute représentante de l'Union, Pour la politique étrangère. a été désignée en tout cas comme telle par le Conseil européen, et donc ça augure d'une position encore plus pro-ukrainienne et encore plus vassalisée vis-à-vis des États-Unis pour les 5 années à venir. Oui, alors en fait, les États-Unis qui sont en crise, qui vont vers une élection présidentielle incertaine, vraisemblablement font tout pour consolider l'Europe, pour ne pas perdre l'Union européenne. Dans ce sens-là, il est probable qu'Ursula von der Leyen sauve sa tête parce que, après tout, il vaut mieux, comme disent les anglo-saxons, better the devil you know, il vaut mieux le diable que vous connaissez à un nouveau diable. Et puis par ailleurs, elle a des menaces d'enquête ou de procès sur des questions de contrats, de Pfizer, etc. Je pense que Washington, ça ne leur déplaît pas d'avoir quelqu'un qui est menacé par la justice. C'est plus facile pour faire passer les ordres. Mais Voilà. il faut préciser que le scrutin pour élire, donc on le redit, on le répète, puisque ça fait des mois qu'on entend, mais personne n'a élu von der Leyen. Donc je le répète pour la énième fois, on peut être dans la résistance entre guillemets et ne pas dire tout et son contraire ou n'importe quoi. La présidente de la Commission fait l'objet d'une double élection, d'un choix par le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État, et elle est élue par le Parlement européen à la majorité simple. Simplement, ce vote se fait à bulletin secret. Et il n'est pas gagné. Et puis, imaginons qu'Emmanuel Macron porte tellement sur les nerfs des députés de gauche français au Parlement européen, avec la manière très désinvolte dont il traite actuellement la gauche qui lui a quand même permis de sauver les meubles. On peut très bien imaginer que pour se venger, il manque des voix à von der Leyen si elle est la candidate de Macron. Je spécule là, mais il peut, et ça va se jouer à quelques voix près, vraisemblablement. Donc en tout cas, elle est suffisamment inquiète quant à sa réélection pour être restée à Bruxelles, continuer sa campagne auprès de tout le monde, plutôt que d'aller au sommet de l'OTAN, ce qui est quand même le signe d'une certaine nervosité et d'une incertitude. Vas-y. Il faut rappeler que Olaf Scholz, le chancelier allemand social-démocrate, n'est pas un grand ami d'Ursula von der Leyen. Donc imaginons un autre Allemand, Scholz ne s'y opposera pas. Alors on parlait aussi d'ailleurs le Spitzenkandidat luxembourgeois, oui. Qui était ministre, qui était commissaire européen. Dans cette affaire, comme Edouard, si Ursula von der Leyen n'était pas élue le 18 juillet, est-ce que ça signifierait qu'il y aurait une crise institutionnelle de l'Union avec un défaut de présidence de commission et un désaveu imposé par le Parlement au choix du Conseil européen sur une question stratégique? Moi, je suis convaincu que Olaf Scholz est discrètement à la manœuvre et qu'il a envisagé des candidats alternatifs. C'est le sentiment que j'ai. Et par ailleurs, je pense que son opposant principal, Friedrich Merz, qui est le président du Parti chrétien-démocrate, ne sera pas forcément mécontent qu'Ursula von der Leyen chute. Donc, il y a certainement des arrangements qui, vraisemblablement, se joueront en Allemagne. Bon, on notera au passage que la France a perdu la présidence de la sous-commission défense au Parlement européen. Et donc, nous qui avons la principale armée de l'Union aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui minorés, et c'est aussi les conséquences de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans l'ensemble européen, nous pesons moins, et sur les questions qui nous sont les plus proches, nous existons moins. Et puis, traditionnellement, la France ne fait pas de lobbying suffisant à Bruxelles au sein des institutions. Nous ne savons pas, nous, défendre, placer les gens. Ça, c'est une faiblesse structurelle française. Bon, eh bien, nous n'avons toujours pas de Premier ministre ni de gouvernement en France. Nous nous retrouvons mercredi ou jeudi prochain. On précisera ça dans l'agenda. À bientôt. Et puis, pensez à vous abonner au courrier et rejoignez le fil Telegram du courrier. Le fil resté libre.